Nous allons maintenant voir comment établir le diagnostic d'ischémie mésentérique en tomodensitométrie au cours des occlusions mécaniques du crâne. Je vous rappelle les questions clés que nous devons nous poser devant un examen tomodensitométrique pour suspicion d'occlusion. La première, le grêle est-il occlu de manière mécanique ou fonctionnelle? Si l'occlusion est de type mécanique, quel est le mécanisme d'occlusion? Où se situe le niveau de l'occlusion et quelle est sa cause? Enfin, y a-t-il une complication à type d'ischémie nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente afin d'éviter une résection trop importante d'intestin? Je vous rappelle que le diagnostic d'occlusion mécanique est défini par la dilatation d'anse grêle dont le diamètre transverse doit être supérieur à 25 mm, associé à des anses d'aval non dilatées, comme vous pouvez le voir sur cette coupe scannographique. Au passage, dans votre compte-rendu, notez toujours le diamètre maximum des anses dilatées, car au-delà de 40 mm, il est convenu de ne pas tenter de traitement célioscopique lorsqu'il est besoin de réaliser une chirurgie, car le risque de perforation iatrogène du grêle au cours de la chirurgie laparoscopique est élevé lorsque les anses sont très dilatées. Je vous rappelle que nous avons vu au cours du premier cours les deux mécanismes différents dont le risque ischémique est très différent. L'occlusion simple, une seule zone de transition séparant l'anse afférente dilatée de l'anse efférente plate. Les vaisseaux sont à distance, alors que l'occlusion anse fermée sépare une anse afférente d'amont dilatée, une anse incarcérée dilatée et une anse efférente plate, le tout avec donc deux zones de transition dans la même zone anatomique, au sein desquelles on retrouve les vaisseaux qui passent et avec un risque ischémique très nettement augmenté. Quels sont donc les meilleurs signes d'ischémie en radiologie, en particulier donc en tomodensitométrie? Si on se réfère à cet article paru en radiologie il y a un peu plus de 10 ans, nos résultats sont extrêmement médiocres, puisque 15% de sensibilité au cours de l'analyse prospective des comptes rendus et 50% de sensibilité uniquement pour établir l'ischémie mésentérique lorsque on étudiait de manière rétrospective par des experts la présence de signes d'ischémie en tomodensitométrie. Cet article est certes un petit peu ancien et l'analyse de la paroi était probablement gênée par l'utilisation de produits de contraste oral positifs qui doit bien sûr aujourd'hui être totalement abandonné de manière générale en tomodensitométrie abdominale. Sont listés ici les principaux signes d'ischémie qui sont listés dans la littérature. On va les voir un par un et voir ceux qui sont finalement le plus utiles en pratique courante. Le défaut ou la symétrie de rehaussement de la paroi du grêle est un signe majeur sur lequel nous allons revenir. L'épaississement pariétal est un signe intéressant qu'il faut toujours bien sûr noter dans le compte-rendu. L'épanchement au sein du mésentère ou l'infiltration au sein du mésentère sont des signes dont l'intérêt est également grandissant. La présence d'une ascite, qu'elle soit petite ou abondante, est fréquemment visible. Un engorgement vasculaire correspond à la dilatation des veines au sein du méso et est visible souvent en cas de mécanisme d'occlusion en anse fermée. La présence d'anses en C ou en U et une distribution radiaire des anses, comme vous pouvez le voir ici sur cette diapositive en bas et à droite, sont des signes indirects en faveur d'une occlusion de type anse fermée. La présence d'un signe du tourbillon, le World Sign, est évidemment en faveur d'une occlusion
d'occlusion à anse fermée compliquée de volvulus. Enfin, et nous n'y reviendrons pas, la présence d'une pneumatose ou d'une aéroportie sont tout à fait exceptionnelles au cours des occlusions mécaniques du grêle sur bride et adhérence, représentant moins de 0,5% de l'ensemble des patients, et de plus, ce signe n'est pas spécifique d'ischémie car il peut se rencontrer également lié à des phénomènes hydrostatiques par hyperpression au sein de l'anse dilatée et ne correspond donc pas toujours à une ischémie transpariétale grave. Deux signes importants doivent être retenus. Premier, le défaut de rehaussement, comme vous pouvez le voir sur cette vue scannographique en bas à gauche, défaut de rehaussement ou asymétrie de rehaussement entre les anses grêles ici à droite qui ne sont pas bien rehaussées et les anses grêles à gauche au niveau jéjunal qui le sont beaucoup plus en ce qui concerne le rehaussement donc pariétal. Deuxième signe, c'est l'épanchement au sein du mésentère, comme vous pouvez le voir ici, épanchement bien limité qu'il faut différencier de l'infiltration du mésentère que vous avez visible ici sur la partie droite, où là, il s'agit d'un aspect plus hétérogène au niveau de la graisse mésentérique elle-même et non pas au niveau des feuillets péritoneux. Ces deux signes sont importants parce que dans une méta-analyse publiée par l'équipe de Montpellier, il a été parfaitement démontré que le défaut ou l'asymétrie de rehaussement était un signe dont la spécificité était très élevée, entre 96 et 100%, avec un rapport de vraisemblance positif significatif de plus de 10, c'est-à-dire que lorsque ce signe est présent, la probabilité d'avoir une ischémie cliniquement parlante est tout à fait significative et ce signe doit donc être utilisé en pratique tomodensitométrique courante et c'est ce premier signe qu'il faut absolument rechercher sur nos scanners. A l'inverse, la présence d'un épanchement liquidien au sein des feuillets péritonéaux du mésentère, l'épanchement mésentérique, est sorti dans cette méta-analyse comme intéressant lorsqu'il était absent, avec un rapport de vraisemblance négative assez faible. Là encore, les auteurs concluaient donc en pratique clinique, la diminution ou l'asymétrie de rehaussement de la paroi du grêle était très fortement prédictive de la survenue d'une ischémie, alors que l'absence d'épanchement mésentérique était quelque chose de relativement rassurant et permettait, avec une bonne fiabilité, d'éliminer une strangulation compliquant l'occlusion mécanique du grêle. Dans un travail très récent, toujours de la même équipe à Montpellier, il était intéressant de constater que 3 signes pouvaient être retenus comme étant très prédictifs d'ischémie. Surtout, l'association de 2 de ces 3 signes permettait de poser le diagnostic d'ischémie avec une précision extrêmement élevée. Ces 3 signes, là encore ça n'est pas étonnant, sont le défaut ou la symétrie de rehaussement dont nous venons déjà de parler, l'infiltration diffuse du mésentère, comme vous pouvez le voir ici sur la coupe tomodensitométrique en bas. Il s'agit d'une infiltration diffuse, souvent de forme triangulaire, dont le sommet est situé au centre du mésentère et dont la base est située au niveau du pied de l'anse. Ce type d'infiltration doit être complète pour être interprétée comme une infiltration diffuse mésentérique en faveur d'une ischémie. Troisième signe, la présence d'au moins 2 zones de transition dans la même région anatomique, donc un mécanisme, encore une fois, d'occlusion à anse fermée. Ces 3 signes, donc, sont très importants à rechercher et l'association de 2 de ces 3 signes doit clairement conduire à une prise en charge chirurgicale en urgence du fait d'un risque d'ischémie avéré très important. Ici, un autre exemple à droite de défaut de rehaussement. On voit très bien les anses jéjunales rehaussées. Il existe un défaut très important de rehaussement de l'ensemble des anses iléales. Évidemment, ce patient doit absolument
absolument avoir une chirurgie en urgence, il s'y associe, vous le voyez, une infiltration très importante du mésentère dans la région du grêle non rehaussé. On a donc bien au moins 2 des 3 signes et le mécanisme est probablement une occlusion à anse fermée. Ici, la même chose, les 3 signes sont présents, le défaut de rehaussement, l'infiltration diffuse du mésentère et le mécanisme à anse fermée avec 2 zones de transition bien visibles ici et expliquant cette occlusion avec strangulation importante. Parfois, c'est plus difficile. Ici, il s'agit d'une occlusion mécanique du grêle, certes, mais le mécanisme était compliqué à retrouver et surtout le défaut de rehaussement, qui est le signe, encore une fois, majeur à rechercher en priorité, n'était pas visible de façon simple. Il était important de faire des reconstructions multiplanaires pour se rendre compte que l'anse située ici en bas à droite était discrètement moins rehaussée que les anses situées au niveau du flanc gauche. Et en faisant des reconstructions multiplanaires, on se rendait compte que le mécanisme était bien à nouveau un mécanisme à anse fermée avec 2 zones de transition dans le même territoire et une infiltration du mésentère qui ici est relativement modérée mais présente. L'hyperdensité spontanée de la paroi, lorsque le scanner est pratiqué avec un passage sans injection, est un signe intéressant car sa spécificité est très élevée. Il est important de comprendre que cette hyperdensité spontanée consiste à la présence d'une augmentation de la densité de la paroi du grêle dans des anses dilatées en comparaison d'autres anses qui sont elles-mêmes dilatées mais dont la paroi ne présente pas la même densité spontanée que les premières. Ici, donc sur cette vue, un aspect tout à fait typique d'hyperdensité spontanée de la paroi du grêle sur un mécanisme d'occlusion à anse fermée avec ischémie probablement complète transmurale. Le mécanisme physiopathologique de ce signe étant une nécrose hémorragique transmurale irréversible, très probablement, de la paroi du grêle. Au cours de ce travail, qui avait inclus plus de 40 patients, tous opérés, ce signe avait une spécificité de 100%, mais une sensibilité bien moindre, de l'ordre de 56%, dans une population très sélectionnée. En fait, ce signe a une sensibilité globale encore beaucoup plus faible. Il est donc rarement présent, mais lorsqu'il est présent, il est très spécifique d'ischémie du grêle, compliquant une occlusion mécanique, le plus souvent donc avec strangulation. Dans ce même travail, le défaut de rehaussement était le signe également un des plus sensibles et restant très spécifique à 96%, ce qui justifie son utilisation en pratique courante. Autre intérêt du passage sans injection, c'est la capacité à mieux évaluer le signe défaut de rehaussement de la paroi en bénéficiant en fait d'une vue de référence permettant de mieux évaluer un rehaussement ou une absence de rehaussement après injection de contraste iodé. Dans ce travail publié en 2016, nous avions comparé une lecture injectée d'emblée seule, ce qui est le standard de référence le plus pratiqué aujourd'hui dans le monde, versus un passage sans et un passage injecté, et nous demandions au lecteur s'il existait, oui ou non, un défaut de rehaussement de la paroi ou une asymétrie de rehaussement des parois du grêle. Les résultats ont montré une amélioration des performances globales pour chacun des 2 lecteurs et surtout une amélioration de l'accord et de l'agrément interobservateur pour l'évaluation du signe défaut de rehaussement qui passait de modéré avec un kappa inférieur à 0,5 à presque parfait avec un kappa à 0,80. 2 exemples. Un premier ici, chez un jeune homme de 18 ans qui présente une occlusion à anse fermée et à ventre plat, que nous avons vu tout à l'heure. Pas de dilatation des anses jéjunales ou idéales et une seule anse dilatée avec un aspect ici en U, quasiment fermé. Il s'agit du passage injecté d'emblée.
il semble exister un rehaussement correct des parois, mais en fait, les deux lecteurs étaient en désaccord sur l'existence ou non d'un défaut de rehaussement. Et lorsqu'on dispose du passage sans injection, par contre, les deux lecteurs étaient d'accord pour dire qu'il existait un défaut de rehaussement et que ce défaut de rehaussement était en rapport avec une hyperdensité spontanée. Ce patient a été opéré 3 heures après le scanner. Il avait une nécrose complète de cet anse qui a dû être réséqué et qui était donc totalement ischémique. Autre exemple chez ce patient âgé de 90 ans, où il existe après injection ici un rehaussement des parois à ce niveau, et également, semble-t-il, à ce niveau, les deux lecteurs étaient en accord pour dire qu'il n'existait pas de défaut de rehaussement des parois du grêle. Et si on dispose du passage sans injection, oui, ces anses ici à gauche sont parfaitement rehaussées et normales, mais par contre à droite, ces anses étaient déjà spontanément hyperdenses et il existe donc à ce niveau une ischémie sur un mécanisme d'occlusion à anse fermée avec un défaut de rehaussement mieux diagnostiqué grâce à l'ajout du passage sans injection, en complément du passage injecté. À l'avenir, pour éviter de faire plusieurs passages chez ces patients en scanner, il pourrait être intéressant d'évaluer les résultats du scanner spectral avec l'utilisation de la biénergie. Un premier travail publié en 2014 a montré des résultats prometteurs sur un modèle animal avec l'utilisation d'images diodes et d'images en perfusion permettant de mieux mettre en évidence en comparaison de l'image conventionnelle à 120 kV en utilisant ici une image à 51 keV, de mieux mettre en évidence les défauts de rehaussement de la paroi du grêle sur ce modèle animal. Il n'en reste pas moins que à présent les toutes premières études publiées chez l'homme ne confirment pas une augmentation claire des performances diagnostiques pour établir l'ischémie au cours de l'occlusion mécanique du grêle en utilisant le scanner biénergie ou spectral. En conclusion, le défaut de rehaussement ou l'asymétrie de rehaussement de la paroi du grêle est le signe le plus spécifique pour établir le diagnostic d'ischémie dans les occlusions mécaniques du grêle. L'association de 2 des 3 signes suivants, défaut de rehaussement, présence de 2 zones de transition, infiltration diffuse du mésentère, est très évocatrice d'ischémie et doit conduire à une prise en charge chirurgicale. Utiliser le passage sans injection augmente les performances du radiologue pour établir le défaut de rehaussement et donc le diagnostic d'ischémie.